Librairie à Stendhal. Les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Les rencontres de la Librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Je suis très contente d'accueillir Valentine Gobi, qui écrit depuis longtemps, qui a une grande production pour les adultes, mais aussi pour les enfants, et voire même pour les adolescents, enfin un texte un peu sans âge. On est assez concernés, en fait, curieusement, à Rome pour Tu seras mon arbre, mais on va peut-être y revenir. Alors, j'ai un peu de mal de savoir par où on pourrait commencer, parce qu'en fait, on pourrait rentrer dans chaque livre, raconter l'histoire. J'avais pas envie de me limiter à un texte. J'avais envie d'essayer de trouver des clés d'entrée un peu dans l'œuvre, parce que finalement, maintenant, il y a une vraie œuvre. Donc, j'ai tenté de... En fait, selon ma perception, donc certainement il y aura plein d'autres lectures, plein de gens qui y verront d'autres choses, mais moi j'ai vu quelques grandes thématiques qui se rejoignent un petit peu comme ensuite comme un fleuve. Alors, première thématique assez forte à mon avis, c'est la présence de femmes. Il y a des portraits de femmes qui sont absolument époustouflants dans tes livres. Enfin, c'est vraiment... on a envie de les connaître, on a envie de les serrer dans nos bras, quoi. Enfin, c'est vraiment... on vibre avec ces femmes, on pleure avec ces femmes, mais on vibre, on les aime, etc. Alors ensuite, et après peut-être on pourra revenir pour faire un petit peu des petites incursions sur ces thématiques. Ensuite, il y a une grande thématique selon moi, c'est le corps aussi. Je trouve que les corps sont très 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 présents. Enfin, c'est des personnes, mais c'est aussi des personnes qui sont vraiment incarnées et qui s'inscrivent dans l'histoire, la société, la famille, vraiment de façon très très incarnée. Et ça, j'avais envie de te questionner aussi là-dessus. Et la troisième chose, c'est aussi un rapport à l'histoire avec un grand H. Mais là aussi, on pourra y revenir. C'est une façon très délicate d'entrer dans l'histoire. Tu n'écris pas l'histoire, mais elle est là, et à travers des personnages, on y rentre quand même dans l'histoire avec un grand H. Et si on rassemble si on superpose ces trois grandes thématiques, il y a quand même en filigrane surtout des histoires de résistance. Et moi, ça, je trouve que c'est hyper fort dans tous tes textes. Enfin, il y a quand même toujours de la résistance. Il y a de la résistance, évidemment, Kinderzimmer pendant la Deuxième Guerre, dans un camp, enfin, on pourra peut-être y revenir. Résistance physique à la maladie, mais résistance de la vie, toujours en permanence dans un paquebot dans les arbres. Et là, on est... une famille est embarquée et séparée par la maladie... parce que les parents sont dans un sanatorium. Résistance très forte avec un portrait de Charlotte Delbo. Là aussi, un portrait de femme vraiment qui a résisté, y compris avec son corps. Mais résistance aussi, pourquoi pas, pour la jeunesse. Je sais pas, résistance à l'amorosité, ou je ne sais pas, aux clichés cette famille-là, elle est toujours un petit peu décalée par rapport à une famille un peu traditionnelle. Alors, peut-être on commence par les femmes, si tu veux bien. Mais en fait, c'est très lié tout ça. Donc, c'est très difficile pour moi de ne parler que des femmes sans évoquer le corps et la résistance, parce que tu parles de personnages qu'on aimerait serrer dans ses bras, mais moi, je les ai serrés dans mes bras, ces femmes. Pour de vrai, la plupart de mes romans naissent de rencontres, des rencontres avec des gens qui ont vraiment existé et qui servent de matériaux premiers à l'écriture de fiction.
Alors, c'est des fictions qui sont très documentées, où le réel a une importance fondamentale, mais qui partent vraiment d'une problématique humaine. Donc là, il y a des déportés qui ont mis au monde des enfants dans cet endroit absolument épouvantable, qui est le camp de concentration de Ravensbrück, le grand camp de déportation politique des femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Mais ce sont des femmes qui, en effet, résistent avec leur corps, puisque mettre au monde des enfants, à l'époque, c'est pas forcément un choix, c'est comme ça. En revanche, essayer de les faire vivre dans des conditions pareilles, c'est une vraie décision qui engage toute la vie. Toute la vie, comme la résistance politique a engagé toute la vie. Et moi, là, j'ai rencontré, évidemment, des personnes extraordinaires, dont une, Marie-Josée Chombardelot, qui a été cette puéricultrice très, très jeune de la Kinderzimmer, donc ce lieu qu'on peut traduire, si on parle allemand, comme chambre des enfants, mais c'est comme ça qu'elle l'appelait, à défaut d'avoir un autre mot. C'est en fait un mouroir, mais un mouroir dans lequel on ne lâche pas une seconde de la vie tant qu'elle est encore possible. Donc c'est un lieu un peu étrange qui n'a pas de traduction possible dans notre langue. Et cette jeune femme de 17 ans qui a été arrêtée parce qu'elle écrivait des croix de Lorraine sur les murs de son lycée est devenue ensuite cette femme qui a tenu à bout de bras ce projet de chambre des nourrissons et qui est toujours vivante aujourd'hui. Maintenant, elle perd un petit peu la tête, mais j'ai eu la chance de la rencontrer quand elle allait bien. Et c'est à partir, évidemment, de son expérience, qui n'étant pas documentée, n'était entendable que si elle voulait bien parler, hein, puisqu'il n'y a pas de documents sur ces événements-là. Eh bien, vous voyez que l'importance du témoignage pour moi, hein, c'est une source historique, en fait. C'est plus que de l'humain, d'ailleurs, c'est un rapport à la vérité qui est rendu possible dans cette rencontre. C'est pareil pour un paquebot dans les arbres. Hein. Celle qui s'appelle Mathilde, en fait, c'est une jeune fille qui à l'époque s'appelait Élise Bellion, qui a aujourd'hui 75 ans. D'ailleurs, il y a une filiation entre ces deux livres, puisque Sylvie Elmer, qui est née à Ravensbrück et qui a survécu, qui fait partie des 30 bébés sur 522 qui ont réussi à sortir vivants du camp, il y a 3 bébés français. Donc cette femme-là avait pour amie d'enfance Élise Bellion. Et donc lorsque j'ai travaillé sur Kinderzimmer, ça m'a pris 4 ans. Évidemment, au bout d'un moment, on s'attache aussi aux gens qu'on a rencontrés. Parfois, on s'y attache sans que ça ouvre des portes sur une vraie amitié. Mais là, ça a été le cas avec Sylvie. Et j'ai rencontré par Sylvie les gens qu'elle aime, bien sûr. Et Élise est en fait la copine avec qui elle était surveillante au lycée. Quand elle avait 18 ans, 19 ans, qu'elles avaient besoin d'argent, puisque cette Élise Bellion, cette Mathilde-là, a tenu sa famille à bout de bras, qui en effet était au sanatorium. Les enfants ont été dispersés dans des familles d'accueil. C'est une période extrêmement dure, dont on ne soupçonne pas toujours les ravages qu'elle a causés, parce que pour nous, l'après-guerre, c'est les 30 Glorieuses, c'est la Sécu, et on ne se rend pas compte qu'en fait, pendant 20 ans, des gens ont été totalement à la périphérie de ces métamorphoses économiques et sociales formidables, hein, parce qu'ils étaient agriculteurs, commerçants, indépendants, tous ces gens qui n'étaient pas salariés. Le miracle, c'était pour les salariés. Voilà, donc ces deux femmes sont liées. Alors je vous rassure, je n'ai pas attendu l'ami d'Élise Bellion pour écrire un autre livre. J'ai fait d'autres rencontres, mais voilà, j'ai rencontré moi des femmes particulièrement étonnantes. Ça a été aussi le cas, par exemple, pour L'Antilope Blanche, qui est un livre que j'ai écrit il y a longtemps, c'était 2005, il me semble, et qui raconte l'histoire d'une femme qui est partie à la fin des années 40 au Cameroun, où elle a créé le premier collège de filles noires. Et c'était une audace absolument incroyable pour une femme blanche de partir comme ça, seule, célibataire, avec cette espèce de mission laïque, sans vrai rapport avec la colonisation, et qui s'oppose à la société coloniale, à la société locale aussi, parce que les Noirs camerounais n'ont pas du tout envie que leurs femmes apprennent à lire, à écrire et quittent la maison. Donc voilà, des femmes qui en fait m'ont en effet impressionnée par leur parcours. Alors est-ce que je rencontre que des femmes ? Ben non, mais juste je pense que j'ai une oreille attentive pour ces histoires-là. L'histoire de Charlotte Delbo, qui est cette femme qui est revenue de Auschwitz et de Ravensbrück et qui a écrit une littérature qui est d'une beauté époustouflante, pas seulement parce qu'elle parle de cette expérience-là, mais parce qu'elle a inventé une langue et qui n'est connue
que de façon très périphérique, qui n'est pas sur les étagères des classiques. Pourquoi Primo Levi et Antelme mais pas Charlotte Delbo? C'est une histoire révoltante d'oubli des femmes par l'art en général et la littérature en particulier. Alors elle, je ne l'ai pas rencontrée en vrai, parce qu'elle est morte en 85, mais pendant que j'écrivais Kinderzimmer, je cherchais des modèles. Et j'ai trouvé, grâce à Marie-Josée Chambard-Delot, un livre où j'ai lu une langue qui m'a obligée, en fait, à aller au bout de mon projet, parce que cette langue disait que rien n'est indicible. Voilà ce que dit Charlotte Delbo. Elle écrit sur son expérience, elle n'écrit pas un témoignage, elle écrit de la poésie, et elle dit qu'il n'y a que la littérature qui peut porter cette langue de l'effroi, et de ce fait, elle m'oblige, moi, à aller au bout de mon projet, parce que si rien n'est indicible, alors c'est mon boulot à moi de trouver la langue. Voilà, c'est des femmes de chair, c'est des femmes qui sont des modèles parfois. Et pourquoi des femmes? Eh bien, probablement parce que j'en suis une, en fait. Je crois pas que ce soit idéologique au début, même si je pense être féministe, hein. Mais je me suis pas dit, tiens, je vais venger les femmes de l'oubli dans lequel l'histoire les a jetées. On écrit beaucoup à partir de soi, même quand on est romancier, même peut-être surtout quand on est romancier, parce que finalement la fiction c'est un moyen de se déguiser, de se téléporter dans des réalités qui, en apparence, nous sont lointaines, mais qui, en vérité, nous permettent en toute liberté d'explorer nos parties les plus noires, les plus intimes, peut-être les plus inavouables, hein, et de créer du coup un terrain universel où la rencontre peut se faire entre l'auteur et le lecteur, parce que c'est un peu l'histoire de l'auteur, mais comme elle est déplacée sur des territoires et des histoires collectives, ça devient l'histoire de tout le monde. Et ça devient aussi celle du lecteur, qui pourtant n'a pas forcément traversé ni ces événements, ni ces histoires. Mais donc, écrire à partir de soi, c'est vraiment absolument essentiel pour moi. Je ne suis pas du tout dans une histoire objective. Je me documente en historienne, mais les personnages qui sont au centre de mes histoires sont des amalgames entre les gens que j'ai rencontrés et ce que je suis moi. Ce qui fait que dans Kinderzimmer, par exemple, évidemment, je n'ai pas traversé la déportation, je ne suis pas allée à Ravensbrück et je n'ai pas accouché. Mais j'ai une expérience de la maternité, par exemple, qui me permet à un moment donné d'entrer à ma façon dans cet univers qui n'est pas le mien. Et du coup, on touche tout de suite au corps, évidemment. Et s'intéresser aux femmes, en fait, c'est s'intéresser au corps, mais pas à n'importe quel corps. C'est le mien. C'est le mien. C'est ce corps d'adolescente qui est une espèce de séisme ahurissant quand arrive la puberté, qui nous pose des questions vertigineuses. Pourquoi on est là? C'est quoi ce truc qui sort de nos corps et qui est quelque part une espèce d'injonction là de la nature? Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est vachement tôt dans la vie, 10 ans, 11 ans, pour se poser des questions aussi ahurissantes. Et pour moi, ça a été hyper marquant. Après, on en fait ce qu'on veut. On peut se dire, bah oui, ça m'intéresse ce corps-là. Tiens, je vais exploiter ces possibilités. Et puis au contraire, on peut tout à fait le refuser et être en colère quoi, contre ce que la nature nous oblige à porter. Hein. Chacun a sa façon de réagir. Mais en tout cas, il y a un questionnement qui vient très très tôt dans l'existence et qui ne nous quitte plus. Quelque part, on nous demande de justifier toujours nos choix. Et pourquoi tu en as fait des enfants? Et pourquoi tu en fais pas? Et pourquoi Enfin, il y a quelque chose d'assez violent quand même hein, dans cette question qui nous est posée tout le temps, de manière directe ou indirecte. Et je crois que c'est ça qui m'a... C'était la seule question pour moi. C'était la seule question. Alors je l'explorais à travers des romans qui travaillent beaucoup. La maternité, la filiation... le plaisir, enfin tout ce qui touche au corps, parce que finalement le corps c'est la première façon d'être au monde, de le ressentir évidemment, et puis c'est la première question qui se pose à nous, mais qui es-tu? Qui es-tu? C'est la nature en fait à un moment donné nous force à répondre d'une manière très archaïque quoi. J'en fais quoi là de ce que j'ai reçu? Et de ce fait évidemment c'est parce qu'elles ont ce corps très particulier que les femmes ont été assignées à certaines places dans l'histoire et que se créer une identité, c'était réfléchir à cette acceptation ou pas de cette place qui était désignée. Je la prends, je la prends pas, si je la prends pas, je fais quoi? Et donc c'est plus que l'histoire des femmes, je veux dire, c'est vraiment la question vraiment fondamentalement identitaire. Pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais de mon existence en fait qui est posée? C'est tout ça qui m'intéresse à travers ces vies-là. Ce sont des vies choisies.
Et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau que ce soit choisi, peu importe le choix. Mais que ce qu'on nous donne à l'origine, on nous donne un nom et on nous donne un corps, et ben le nom, alors on peut un petit peu parfois essayer de le changer, de le métamorphoser, c'est moins simple. Et ben le corps, il y a plein de façons en fait d'essayer de le faire sien. La société n'est pas toujours d'accord, la société et la loi, et la religion, et les mentalités, et les hommes, et les frères, et les pères, et même les femmes. Mais c'est fondamental, en fait, de pouvoir aussi regarder la vie à travers ce prisme-là. Tout est politique, donc évidemment c'est politique à la fin cette affaire. C'est politique, mais pas forcément au sens idéologique du terme. C'est politique au sens où ça pose la question de la place qu'on a dans la cité, et ça reste quand même la question essentielle. Voilà, je pense que j'ai pas choisi d'écrire des livres féministes, mais je suis partie de moi, des questions que me posait mon enveloppe, là, qui était cette chose immédiate à ma disposition. Et comme je trouve intéressant d'essayer de travailler cette réflexion-là en intégrant une perspective large, universelle, alors le roman est pour moi l'outil essentiel, c'est-à-dire utiliser des territoires et des événements qui en apparence ne sont pas directement mon expérience, de manière à ce que, ça le devienne, mais ça devienne aussi celle du lecteur, et que du coup ces questions-là ne soient même plus historicisées ou géographisées. Finalement, chaque fois la question, elle dépasse complètement les frontières, évidemment, du roman lui-même, et j'espère que c'est ça qu'on entend, c'est cette résonance à travers le temps. Tout ça parle d'aujourd'hui, on n'a pas fini de parler de à qui appartient le corps des femmes, qu'est-ce que c'est que la barbarie, c'est quoi résister, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que c'est que la filiation, quel droit on a à disposer de soi. Enfin, tout ça, ce sont des questions qui se réincarnent constamment, en fait, dans des événements. Puis moi, j'explore ces événements-là parce que je crois aux personnages pour parler au lecteur. Je ne crois pas du tout au grand discours. Je crois à l'expérience sensible, à ce territoire extrêmement intime qui, au fond, est unique, puisqu'on a chacun le nôtre, mais qui, justement, parce que nous avons chacun cette expérience de l'intimité, devient un territoire commun. C'est ce très beau paradoxe, en fait, du subjectif, qui est en fait le seul accès que nous avons à l'universel. Et donc voilà, pourquoi les femmes? Pour ça. Mais je dois vous dire que j'écris un roman dans lequel le personnage central est un homme. Et c'est la première fois que ça m'arrive, parce que les hommes sont... Celui que je suis en train d'écrire. Souvent, les hommes, qui ont une place dans mes livres, mais ce sont des personnages qui soit sont en défaut, ont besoin d'une femme pour les tenir, sont des fils. Vous voyez, donc il y a... Alors, dans Un paquebot dans les arbres, j'ai réussi, je pense, à faire un père qui a quand même un vrai corps, une vraie présence. Ça, c'est aussi parce que pendant ce temps-là, je me réconciliais avec mon père à moi. Donc, vous voyez, la vraie vie et le roman ont toujours des correspondances très fortes. Mais là, en fait... en réfléchissant à ce choix, en fait c'est pas un choix, ça m'est arrivé comme ça. Ce personnage il s'est présenté comme ça, c'était un homme. C'était un homme, et quand j'y réfléchis, je me dis en fait c'est pas que c'est un homme parce que j'explore pas le masculin, c'est que c'est pas une femme. C'est-à-dire que la question du genre ou du sexe ne compte pas dans ce roman. Par contre la question du corps est centrale. C'est l'histoire d'un corps qui se métamorphose, qui doit surpasser des obstacles monumentaux parce qu'il a été terriblement violenté par l'existence. Et là, ce qui importe, c'est vraiment comment on devient soi avec les contraintes terribles que la vie peut nous imposer, vraiment dans notre chair. Mais c'est plus une question d'homme et de femme. Et du coup, je me dis que finalement, si je me retourne en arrière à partir du roman que je suis en train d'écrire, comme quoi on peut relire indéfiniment son travail à l'aune de la forme qu'il prend au présent, je crois qu'en fait, ce qui m'importe, c'est le prix de la liberté. Et que du coup, j'ai travaillé sur les femmes, mais j'ai travaillé sur les femmes pour travailler sur le prix de la liberté. Et comment on fait pour être libre? Au fond, c'est ça, l'histoire des femmes, c'est comment on fait pour être libre. Cette histoire d'égalité avec les hommes qu'on cherche et qu'on revendique, c'est tout simplement la liberté. Et là, en fait, elle est désexualisée dans le livre que j'écris parce que finalement, je crois que c'est l'aboutissement de ce processus.
En fait, je réfléchis juste à comment on devient libre en dépit de toutes les contraintes que la vie nous impose et qu'on n'a pas demandé, quoi. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Voilà. Ça, c'était pour les femmes. Après, c'était le corps. Le corps, tu as déjà répondu. Il y a un autre truc quand même que je peux dire sur le corps. Parce que ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est que... Et là, on va vraiment parler de littérature, c'est-à-dire d'écriture, de langue. Je pense que c'est... Ce qui m'intéresse vraiment dans l'écriture, c'est l'écriture comme une expérience. Et la littérature et la lecture comme une expérience, mais au sens vraiment organique du terme. Je ne veux pas raconter des histoires. Je veux que lorsque le lecteur entre dans un roman, comme moi lorsque je l'écris, il traverse une expérience organique et qu'elle s'inscrive dans son corps. Je ne suis pas du tout une cérébrale. Alors évidemment, je pense à ce que je fais après coup. Ça me paraît beaucoup plus clair qu'au moment où je le fais. Donc je formule des hypothèses sur ce que j'ai tenté de faire. Ça peut paraître un discours un peu intellectuel. En réalité, ça n'est que vraiment la fin du processus. Je ne commence pas par avoir des idées, je commence par avoir des sensations. Il me semble que de toute façon, c'est comme ça qu'on est au monde. Le verbe être et le verbe naître, hein, on arrive, on est un corps qui sent, qui vibre, qui a froid, qui a chaud, qui a mal, qui a du plaisir. Et ça ne change pas beaucoup tout au long de la vie, ça. Ça ne change pas beaucoup et ça fait aussi... ça fonde notre empathie, ça fonde notre capacité à vivre ensemble. Vous pouvez écouter de la musique avec un gars qui sort de la brousse malienne et d'une grande ville asiatique, à Hong Kong, et tout d'un coup, les frissons qui parcourent votre peau sont pas très différents d'un corps à l'autre. C'est-à-dire que le corps défie la culture, défie la religion, défie tout ce qui nous sépare, en fait. Et je trouve que c'est vachement beau. J'y tiens beaucoup à ça. Je tiens beaucoup à ce que l'humanité soit aussi une humanité organique. Et donc, moi, quand je raconte des histoires, par exemple, je déteste les mots qui qualifient directement des émotions. Vous voyez, la colère, la peur, la joie. Moi, je n'écris pas que mon personnage est heureux ou que mon personnage est en colère ou qu'il est triste. Parce que vous êtes obligé de me croire sur parole. Et donc, j'ai une position de surplomb extrêmement autoritaire. Au nom de quoi vous me croiriez ? Au nom de quoi vous me croiriez qu'il est en colère ? Par contre, ce que je préfère, c'est essayer de décrypter tous les symptômes qui font de son corps un lieu où se déploie ça. La colère, la joie, la tristesse, et parfois des choses très très mélangées. Alors évidemment, c'est mes symptômes à moi dont je parle. C'est peut-être un peu différent de vos symptômes à vous, mais j'ai remarqué que la plupart du temps, quand on y met vraiment de l'énergie, on trouve ces terrains communs. Et le lecteur de lui-même, il va les poser, ces mots, colère, joie, tristesse. Et j'ai l'impression d'un vrai échec littéraire quand on est obligé d'arriver à poser ces mots-là. C'est dictatorial. C'est le contraire de l'art. L'art, c'est une façon de faire sentir à l'autre. C'est pas du tout une façon d'imposer un discours. Et donc, moi, je ne vois pas d'autre moyen que passer par le corps pour ça. Ces femmes-là qui élèvent des bébés à Ravensbrück, eh bien, ce sont des femmes qui luttent contre la disparition de leur propre corps, qui est avalé par la faim, par le froid, par la douleur, par le travail, et qui tentent du coup de rester droite et en expansion physique, quoi. Parce qu'il faut nourrir des bébés, parce qu'il faut les porter, parce qu'il faut chasser les rats, parce qu'il faut trouver du charbon, parce que voilà. Et ces bébés-là, c'est pareil, ils luttent en fait contre la disparition. C'est très très organique tout ça. C'est extrêmement organique et je pense que, par exemple, au lieu de dire que les femmes sont maigres, si on comprend que le corps n'ayant plus de ressources, il se mange lui-même, c'est quand même une autre image, quoi. Et ça, je pense qu'on peut tous l'entendre alors qu'on n'a pas été en camp de concentration. Vous voyez ? Parce qu'un anorexique, par exemple, il vit à peu près la même chose, même s'il le vit pas parce qu'on le lui impose, mais vous voyez, la mécanique organique, elle est là. Et je pense qu'il faut absolument nous relier les uns aux autres. On n'écrit pas des histoires pour mettre les gens en position de défaut, de recul, et pour leur faire comprendre qu'il y a leur vie et la vie des autres. Non, au contraire, moi je cherche le lien. Je pense que c'est en passant par le corps que le lien peut vraiment se produire. Et donc, je raconte des histoires, mais ces histoires-là, elles passent vraiment par... la description très très minutieuse
très précise de ce qui arrive au corps, dans ce qu'il y a de plus beau, de plus laid, de plus violent, de plus magique, de plus... Voilà. C'est ça qui m'importe. C'est ça pour moi qui est le lieu de vérité, vraiment. Donc il y a un lien évidemment femme-corps, mais pas que, parce que quand ce sont des enfants, ils ont un corps aussi, c'est pas des femmes, mais je m'intéresse aussi à ce corps-là. Cette gamine, par exemple, elle est en résistance contre un truc incroyable qui est la maladie. Ça vous bouffe le corps, ça vous dévore le corps. Ses parents ont la tuberculose, eux-mêmes les enfants sont menacés, bien sûr, et ils menacent tout le monde autour d'eux, puisque c'est une maladie extrêmement contagieuse. Hein. Et en fait, cet enfant-là, elle trouve sa force dans une espèce de volonté assez incroyable, mais aussi dans son ressourcement par rapport à la nature, par exemple. Dans la nature, elle est une force de plus, elle est une espèce de force tellurique, comme, je sais pas, les geysers, la lave, les rivières. Vous voyez, c'est ça, c'est cette chose vivante là qui s'auto-régénère et qui, dans la nature, trouve beaucoup de nourriture aussi pour tenir. Mais c'est ça, son but à elle, c'est de tenir droit. C'est ce corps-là ultra tendu. Il n'y a pas un morceau de gras dessus, il n'y a pas de superflu. Elle sait exactement où elle doit aller, ce qu'elle doit faire pour tenir à bout de bras sa famille. D'ailleurs, c'est très difficile. On est à la limite parfois du sacrifice, hein, parce qu'elle met vraiment toutes ses forces. Elle est très jeune, ça va être une mineure émancipée, ce qu'on appelle. Mais ça tient par là, quoi. C'est d'abord une volonté d'ordre physique. Je tiens debout, et si je tiens debout, le reste tient debout, en fait. Hein. C'est ça. Voilà. Je sais pas si j'ai... Ah oui, on parlait de la jeunesse. En fait, parce que là, on a des livres un peu rigolos. Des livres dans lesquels il s'agit de défier aussi... en effet, le sort, parce que là, c'est très... Enfin, bon, voilà, c'est une grande fantaisie, mais c'est une fantaisie très réaliste. C'est une famille qui décide de faire semblant de partir en vacances en Chine. En fait, ils devaient partir, puis ils n'ont plus d'argent, parce que le père, il était mis au chômage. Donc, au début, c'est pas marrant, cette histoire. Mais comme ils sont... C'est une famille très fantasque, qui s'aiment très fort, qui ont envie de partager des aventures un peu folles, ils décident de fermer les volets de la maison, puis d'avoir un vrai voyage en Chine à raconter quand les volets se rouvrent. Donc, ils ont tout un projet très très sérieux pour se documenter, pour vivre en Chine chez eux. Et donc, bon, c'est un livre qui est en effet... à vocation de légèreté, de divertissement, mais qui, je pense, dit des choses en fait assez sérieuses sur les possibilités d'enchantement de l'existence. Hein, parce que moi, c'est pas le mensonge nuisible qui m'intéresse, c'est l'enchantement, c'est le réenchantement. Mais bon, c'est un peu à part, c'est-à-dire que j'écris des livres qui sont sur des sujets, je pense, souvent assez graves quand même, hein, y compris l'immigration. J'ai travaillé 12 ans sur une histoire de l'immigration sous forme de roman. Et donc, ce sont des enfants qui sont au cœur de ces livres. Et les enfants sont des êtres de l'immédiateté, du corps, de la peau, du mouvement. Un enfant, il traduit tout de suite physiquement et dans le geste, en fait, ses propres pensées. Alors, le corps est évidemment très, très présent, mais d'une autre manière. On est moins, là, chez les enfants, dans la résistance que dans l'absorption, quoi. La digestion, l'absorption, voilà. Mais mon but est... Enfin, je ne suis pas une écrivaine psychologisante, par exemple. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a plus de peau que de cerveau dans y compris dans celui-ci, sur Charlotte Delbo, qui est un autre projet quand même littéraire aussi d'une certaine manière. C'est pas vraiment une fiction, mais en même temps tu te mets en scène et là tu assumes un jeu qui est vraiment le tien. Et comment tu rentres en contact avec elle, avec les textes mis en parallèle. Alors ça pourrait sembler quelque chose de l'ordre un peu de l'essai d'une certaine manière, mais là aussi tu y mets toi aussi très fortement tes émotions, ce que le texte te fait, et tu nous en fais part vraiment, quoi. Donc même là, il y a encore cette dimension très incarnée du rapport à l'autre qui est une femme auteure. Mais parce que pour moi, le pari dans ce livre, c'est d'essayer vraiment de mettre des mots sur ce que c'est qu'un éblouissement littéraire.
Qu'est-ce que c'est qu'un jour tomber sur un texte, une écriture qui vous saisit le corps comme un coup de foudre amoureux, vraiment. C'est-à-dire, il y a une espèce d'évidence comme ça qui tout d'un coup éclaire le ciel et vous avez une langue qui tout d'un coup est la vôtre. Vous vous dites, en fait, c'est ma langue, c'est à moi, c'est pour moi que c'est écrit. C'est pour moi que c'est écrit. Et c'est beau, c'est plein de sens et c'est surtout vrai. Qu'est-ce que ça veut dire vrai ? Là, je lis des poèmes quand même d'une femme qui parle du froid, de la douleur, mais aussi d'une fleur dans la neige, parce que tout le panel extraordinaire des émotions est revisité par Charlotte Delbo, qui écrit juste après son retour de déportation. Donc tout est très frais, très, très chaud et vivant dans son corps. Je veux dire, il n'y a pas cette patine du témoignage qui, pour moi, est très problématique et qui justifie aussi l'écriture de Kindertimmer. Moi, j'ai écrit Kindertimmer pour sortir du témoignage. C'est parce que je sais que le témoin, on ne l'entend plus. On l'entend avec respect parce qu'on a cette déférence, cette conscience de la nécessité, de la mémoire qu'il faut continuer à construire et à transmettre. C'est notre patrimoine, vraiment. Mais c'est pas vrai qu'on est touché. On n'est plus touché parce que les gens sont âgés, parce qu'ils répètent des histoires qu'ils ont déjà racontées tellement de fois. Et d'évidence, en fait, ça crée un abîme entre eux et nous. On n'y était pas et eux, ils y étaient. Et donc, on a plutôt un sentiment d'écrasement que de partager quelque chose qui relève de l'ordre émotionnel. Et s'il n'y a pas ça, si on n'est pas dans un vrai partage émotionnel, alors en fait, on est tout à fait imperméable. Je veux dire, notre cerveau entend, mais le reste, notre corps, notre vie n'est pas du tout imprégné par tout ça. C'est très gênant, mais c'est vrai. Et ça, je l'entends pas assez. C'est-à-dire que pour moi, le témoignage aujourd'hui n'a de sens que s'il est transformé, métamorphosé par l'art. C'est cette alliance-là qui tient. C'est l'historien qui fait la recherche, qui trouve les témoins, qui recueille les témoignages, et les artistes qui s'en emparent pour faire des films, pour faire de la musique, pour faire des tableaux, pour faire des livres. Parce que là, on touche à la dimension universelle. Et donc, le témoignage, il a cette espèce de patine, cet aspect édulcoré, qui vient aussi du fait que le temps ayant passé, l'événement est très facilement mis en perspective. Tout d'un coup, il a du sens, il est cohérent. La guerre, par exemple, elle a fini. On peut donner une date de début, une date de fin à la guerre. Ah oui, alors la pouponnière, c'était dans les derniers mois de la guerre. Oui, mais elle, quand elles y arrivent à la pouponnière, c'est pas les derniers mois, c'est ni les premiers ni les derniers, c'est là, et peut-être ça finira jamais, peut-être que ce sera la fin du monde dans 20 ans. Enfin, je veux dire, on est totalement aveugle à ce qui va arriver, au mètre suivant, à la seconde suivante. On est totalement aveugle. C'est Jean-Paul Sartre qui disait que l'histoire, telle qu'on la vit, l'expérience, c'est une nuit sans présage. C'est la nuit tout le temps. C'est tout le temps la nuit. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment le fondement en fait, de l'écriture de ce livre. Parce que sinon, il aurait suffi de tendre un micro et puis de laisser Marie-Josée Jean-Bardelot parler. Moi, ce que je voulais, c'est revenir à ce moment où l'inconnue est tellement forte qu'on est dans un ultra-présent. On n'a aucune garantie sur l'avenir. Et ça, c'est l'expérience. Et malheureusement, il n'y en a plus beaucoup qui peuvent raconter une expérience. Les seuls qui le peuvent, c'est ceux qui viennent de rentrer et qui ont cette force absolument ahurissante d'écrire tout de suite, d'écrire tout de suite, alors que c'est encore là et chaud. Et puis, deuxième chose, qui ont la langue. Parce qu'on peut avoir envie de dire, mais il faut la trouver, la langue. On ne peut pas dire j'ai froid et j'ai eu froid et j'ai eu faim. Ça ne marche pas, ça, j'ai eu froid et j'ai eu faim. Personne ne peut entendre ça. Charlotte Delbo, elle vous le dissèque, le froid. Le froid, c'est des poumons de glace qui claquent sous les côtes. Voyez ? Alors ça, c'est quand même autre chose que de dire j'ai froid. Et on ne va pas condamner les gens parce qu'ils disent j'ai froid. Les gens font ce qu'ils peuvent. C'est très important, encore une fois, de témoigner. Mais la littérature, elle porte ce message nettement plus loin. Et là, c'est et une rescapée et une auteure. Donc, cette femme-là, évidemment, elle me questionne à tellement d'égards. D'abord parce que, grâce à elle, j'entre à Auschwitz. C'est la première fois que je lis une écriture en tout cas, les mots d'un rescapé qui, au lieu justement de me séparer, me relie. Elle dit que rien n'est indicible. Ça veut dire que par sa langue, elle vous emmène directement au seuil d'Auschwitz. C'est une transgression monumentale par rapport au discours de l'époque.
on peut y aller que par l'expérience. Vous pouvez pas comprendre, vous pouvez pas imaginer. Eh bien si, vous pouvez, mais il faut lire Charlotte Delbo. Et c'est un pari complètement ahurissant que le sien. Et pire, elle dit même, en l'écrivant, je me sauve, je construis une mémoire externe, je ne le porte plus. Vous imaginez ? Une déportée qui rentre d'Auschwitz, de Birkenau, et qui dit, moi je ne le porte plus. C'est fini, ça, c'est plus à moi, c'est à vous, en fait, c'est l'histoire de l'humanité, mais c'est pas juste des mots. Je vis, je danse, j'aime, je bois, je fume, j'aime les voitures, j'aime les beaux manteaux de fourrure, je vais fumer jusqu'à mourir d'un cancer du poumon parce que il faut bien mourir de quelque chose et que moi c'est bon, j'ai déjà donné dans l'économie de mon corps, je ne m'économise plus. Bon, alors en tant que personne, évidemment, ça me pose plein de questions. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire vivre ? Enfin, c'est énorme. Et puis on n'est plus dans l'idée de cette mémoire abstraite, cette injonction à nous relier à cette mémoire de l'humanité qu'est le génocide. Non, là, c'est très, très concret, quoi. C'est de votre corps qu'il s'agit. C'est du vôtre, c'est du mien. Il n'y a plus de devoir de mémoire, c'est un droit à la mémoire dont on nous parle là. Donc c'est très fort. Et puis en tant qu'auteur, évidemment, ça m'oblige, quoi. Si ça, c'est possible, alors tout est possible. C'est juste une question de travail, quoi, de vrai travail, de volonté. Si on est un auteur, on peut avoir peur d'un projet, bien sûr. Mais la peur ne justifie pas l'abandon, quoi. Et donc ça... c'est une espèce d'engagement, en fait, que j'ai maintenant, depuis ma rencontre avec Charlotte Delbo, et qui me conduit jusqu'à la fin de ma vie, en tant que personne, en tant qu'auteur, en tant que... Voilà. Et donc, évidemment, le corps est sollicité tout de suite, puisque, d'abord, c'est ce dont elle nous parle, enfin, de bout en bout. Moi, je lis ça et je me dis, mais c'est tout le projet que j'essaye de mettre en place, elle l'a déjà fait, en fait. Elle l'a fait, et elle l'a fait avec la déportation. Enfin, c'est incroyable. C'est le sujet auquel on ne peut pas toucher, c'est tabou, on ne peut pas. Ben si, on peut. Et justement, parce qu'on peut, parce qu'elle peut, en fait, on peut tout. L'art peut vraiment tout. Je le sais maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais je le sais, c'est une vraie certitude. C'est un manifeste pour la littérature et pour l'art, tout le travail de cette femme, qui est colossal, quoi. Qui est colossal. Et ça rejoint toutes les préoccupations là, qui m'animent vraiment. C'est-à-dire, il y a la femme, il y a le corps. On parlait de quoi après ? De l'histoire. Ben voilà. Bon. Comment ça se construit, l'histoire et la mémoire ? Ça se construit autour du corps, c'est certain. Et il se trouve que pour moi, la plus belle langue sur ce sujet-là, mais ce sujet, ça veut dire quoi ? C'est même pas Auschwitz. En fait, ce dont elle parle, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça dépasse encore ça. C'est la langue d'une femme, quoi. Pour le coup, c'est pas une langue de femme. C'est la langue d'une femme. Non, peut-être dernière. Ce Oui. livre-là. Alors, c'est une revisitation, c'est ça, d'un épisode mythologique, Apollon et Daphné, c'est ça. On a à Rome une représentation très belle du Bernin à la galerie Borghese. Je ne sais pas si tu l'as vu déjà. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Ah, c'est pour ça que tu as écrit le livre, d'accord. Mais en même temps, remis au goût du jour, réincarné du coup. Et là, peut-être aussi, c'est un peu le même mécanisme de témoignage, histoire mise à distance, et une vraie incarnation de ce que ça peut être dans le corps d'une femme, cette répulsion et ce danger de l'homme menaçant, quoi. En fait, ouais. Moi, j'ai vu la sculpture du Bernin il y a une dizaine d'années, la première fois que je suis venue à Rome. Et j'avais ce billet pour la Villa Borghese, c'est horrible. On a 1h30 sur place. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Heure d'entrée, heure de sortie. Et je me disais, mais comment je vais faire ? Où est-ce que je vais aller ? Enfin, c'est pas possible, on n'a pas le temps en fait. On est très pressés, je trouve. Puis les gardiens qui poussent comme ça derrière, parce qu'il y a le groupe d'après qui... Et je sais plus, mais je crois que ça vient assez vite, cette sculpture, par rapport à l'entrée. Et je tombe complètement en arrêt devant cette sculpture.
Alors, il faut savoir que le deuxième prénom de ma fille, c'est Daphné. Mais c'est pas Daphné à cause de ça, c'est Daphné parce que moi, je viens du Sud. Et Daphné, c'est le laurier, c'est l'arbre de mon jardin. C'est voilà, donc c'est une façon de lui donner quelque chose qui vient des racines, mais proprement des racines. C'est un arbre, quoi. Moi, j'aime les arbres. Voilà. Donc, elle s'appelle Daphné en deuxième prénom. Et donc, je vois, évidemment, ça m'amusait. J'avais envie de la voir, cette sculpture. Mais vraiment, je tombe en arrêt et je pleure, en fait. Je pleure. Je vois la lumière traverser le marbre des feuilles. Et je ne comprends pas comment c'est possible. C'est vraiment c'est extrêmement émouvant pour moi. Et je reste devant cette statue pendant 3/4 d'heure. Donc, j'ai pas le temps de voir le reste de la Villa Borghese. C'est pas grave. Je comprends qu'à un moment donné, il faut que je m'en aille. Mais ça me travaille beaucoup. Et en fait, j'avais jamais lu les Métamorphoses d'Ovide. Je connais la mythologie, mais le livre lui-même, les 500 pages, je les avais pas lus. Et donc, je les ai lus à ce moment-là. Et il y a des textes que j'ai trouvés vraiment d'une actualité incroyable. Mais bon, je les ai lus par plaisir, pas dans le but d'écrire quelque chose. Mais il se trouve que finalement, mon sujet, c'est ça, c'est des corps en métamorphose. C'est comment on se métamorphose physiquement, comme pour les dieux, échapper à des situations terribles ou neutraliser les autres. Enfin, il y a vraiment l'idée que la métamorphose organique est un moyen de littéralement sauver sa peau. Et il se trouve que c'est vraiment le thème du roman que j'écris en ce moment. Et j'ai relu il y a 1 an, 2 ans, les Métamorphoses à nouveau, dans l'idée de me dire mais comment ça peut nourrir mon roman, enfin toute la réflexion d'Ovide. Et je retombe sur je retombe sur cette métamorphose de Daphné et Apollon, et on est en plein MeToo, balance ton porc. Je me dis mais c'est dingue. C'est un texte qui est génial. Il est très beau. En plus, vraiment, je pense que pour moi, littéralement, il est au-dessus des autres dans le même livre. Et là, j'ai envie en fait de l'écrire pour qu'il ait vraiment une résonance contemporaine. Enfin, tous les grands textes en fait. Ce sont des grands textes parce qu'ils ont des résonances à travers le temps, quoi. C'est vrai des Misérables, c'est vrai de plein de livres formidables, mais ça, vraiment, c'était tellement évident. Et je cherche, et puis je vois pas de réécriture. Je me dis, c'est pas possible. Personne n'a eu l'idée de réécrire ce mythe-là, cette métamorphose qui est tellement... mais on peut en parler dans les années 80, dans les années 70, en 68. Enfin, il y a plein d'époques où c'est possible et où ça a du sens. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Mais j'ai repris la structure du texte d'origine, mais je l'ai ancré dans une ville aujourd'hui avec un jeune garçon et une jeune fille qui sont Apollon et Daphné. Ils s'appellent vraiment comme ça. Avec un garçon qui poursuit une jeune fille qui tente de se faire entendre dans son refus et qui n'est pas entendu. Et donc, c'est une longue course qui va jusqu'à la forêt. Il y a vraiment la métamorphose en arbre. Mais j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout parce que souvent, alors là, les métamorphoses, on les lit en 6e en France à peu près. Voilà. Et donc, on s'arrête au moment où elle est transformée en arbre. Puis voilà, bien fait pour Apollon. Maintenant, il est frustré puisqu'il a entre les mains un tronc d'arbre. Oui, mais ça s'arrête pas là. Et moi, c'est ça qui m'a vachement frappée à la relecture. En fait, ça s'arrête pas là. Puisqu'il décrète à la fin, une fois qu'il a le tronc entre les mains, tu seras mon arbre. C'est-à-dire que la logique le désir de possession, il dépasse la métamorphose. Et donc, c'est un dieu, Apollon. Elle, c'est une nymphe. Et il peut s'approprier un arbre, et toute une espèce même, puisqu'il va changer sa couronne de feuilles de chêne en couronne de laurier. Et tous les dieux vont porter des couronnes de laurier. C'est-à-dire qu'ils la possèdent tous. Et donc non seulement elle a renoncé à sa forme humaine, mais même sous la forme d'un végétal, elle continue à être exploitée par Apollon. Et en fait, c'est vraiment... je trouve une réflexion sur... Je reboucle avec le début de notre conversation, mais sur la liberté, quoi. À quel prix est-ce qu'on peut être libre ? Est-ce qu'on peut être libre et à quel prix ? Et alors là, vous le savez peut-être, hein, si vous aimez faire la cuisine, on utilise les feuilles, mais il ne faut jamais utiliser les graines. Parce que les graines, les petits fruits,
du laurier sont extrêmement toxiques. Bon, j'essaye d'en faire quelque chose pour la venger quand même. Mais voilà, ça me paraissait important et du coup, j'ai essayé d'écrire au centre de ce texte qui est illustré. Hein. C'est un texte très court, hein, avec des illustrations par un auteur de BD. J'ai essayé d'insérer au centre une espèce de grand poème, une grande incantation, où interviennent toutes les grandes figures de la littérature et de la mythologie qui ont dit non et qui n'ont pas été entendues. Ça passe par Dumas, Fantine, Cassandre et les autres, dans l'idée que c'est un cri qui vient de très très loin et qui a traversé toutes les époques jusqu'à nous et qui n'est toujours pas entendu. Voilà, donc c'est une façon de revisiter, c'est vrai, cette métamorphose, mais en y incluant tout ce que l'art a produit d'écho déjà, avec ce texte-là. Et il y a une lecture musicale qui tourne en France maintenant, avec un guitariste, et c'est super, parce qu'on va dans les prisons, on va dans les lycées, on va dans les bibliothèques. On va s'arrêter là. Merci d'avoir bravé le froid. Librairie à Stendhal. Les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Les rencontres de la Librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Libreria Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.